J'ai tellement soufflé pendant ma lecture que j'aurais pu devenir productrice d'électricité si j'avais une éolienne. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu à la miniature, on va parler de Fallen Majesty de Delinda Dane, le tome 2 de la trilogie Majesty. Et oui, je suis revenue pour souffrir. Mais avant de commencer, dans la description, il y a un lien vers des cagnottes palestiniennes. N'hésitez pas à partager, à donner ou à en parler, ou même les trois, si vous pouvez. Ne restez pas silencieux. Chaque geste compte. Vous connaissez la chanson, petit disclaimer, cette vidéo n'est pas pour l'autrice, la famille de l'autrice, les amis de l'autrice, les fans de l'autrice. Si l'humour ou le shit-talking n'est pas quelque chose que vous appréciez, je vous conseille de swipe cette vidéo. Ou on se retrouve pour une prochaine vidéo d'un livre que vous-même, vous n'avez pas aimé. Je sais pas j'avais où ma tête quand j'ai fait cette vidéo ou le texte de cette vidéo, mais en tout cas j'ai l'impression que j'ai oublié tellement de choses. Pardonnez-moi population. Commençons par les trigger warnings. Mention d'agression sexuelle, mention de PTSD, mention de parentalité toxique et de manipulation. J'ai oublié aussi de mentionner le fait qu'il y a une faute dans le surnom d'Astoria. À un moment donné, le S est avant le L et à un moment donné, le S est après le L. Voilà. En tout cas, j'ai fait une review sur Goodreads, donc il y a beaucoup plus de détails. Mais waouh, quand j'ai monté la vidéo là, je me suis dit mais j'en ai oublié des choses. Je savais pas, j'avais où ma tête quand j'ai écrit et quand j'ai tourné cette vidéo, mais on va mettre sur le fait que ce livre m'a fatiguée et du coup ça a pompé toute mon énergie. J'ai commencé ma lecture en ne sachant rien du livre. Après, c'est un peu le concept quand je vous demande de choisir mes lectures sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, Best My Silly sur TikTok. Mais honnêtement, le concept m'a quand même beaucoup intriguée. Le double POV, la romance royale, et surtout sur des pays que je ne connaissais pas. Sur le papier, c'est extrêmement ambitieux. Mais bon, c'est bien les ambitions. Puis après, j'ai un peu cherché les mots marketing associés à ce livre, et quelle fut ma surprise quand j'ai lu romance psychologique. Là déjà, j'ai commencé à saigner de l'oreille. Enemies to lovers. Tension insoutenable. Vous avez fini de nous vendre des livres qui sont absolument pas ce que vous avez écrit? Commençons par l'écriture du livre. Comme le tome 1, ça vole pas très haut. On a, comme le premier livre, deux narrateurs. Mais deux narrateurs qui se ressemblent énormément en termes d'écriture, de façon de parler. Comme le tome 1 où les informations sautaient d'un personnage à l'autre alors que l'autre ne devait pas l'avoir, ici, ils ont les mêmes façons de parler. C'est-à-dire que si j'ouvre le livre au hasard, peu importe le POV, je ne pourrais même pas dire qui est en train de parler. J'ai l'impression de lire les mêmes personnages, les mêmes tics de langage, les mêmes métaphores, les mêmes structures, les phrases du type « il ne saura jamais » ou « elle ne saura jamais », qui sont très souvent utilisées, et parfois dans le même chapitre. Du coup, si on te rappelle pas qui parle, je peux vous dire qu'on serait tous confus. Mais si seulement les voix étaient identiques les unes des autres. Non, à ça, faut rajouter les répétitions, et quand je vous dis répétition, c'est d'innombrables répétitions. Vous vous rappelez, dans le tome 1, il y avait presque une centaine de fois le mot trésor. Bah là, au moins, c'est pas le surnom qu'on répète. Des mots qui sont répétés une vingtaine, trentaine, voire quarantaine de fois. Je sais pas si on se rend compte à quel point ça se répète. Les expressions aussi qui se répètent tout au long du livre. Oui, je dissimule mes émotions. Oui, je remets le masque qui allait tomber. Bref. Ce tome était très très long à lire. Et bien entendu, même si ça se répète des centaines et des centaines de fois, on n'explore jamais ce que ça coûte réellement de dissimuler ses émotions, de faire en semblant que ce n'est pas vrai. C'est juste là pour être là. Des masques impassibles recyclés tout au long du livre, juste pour dire attention, je suis mystérieux, je suis Dark Sasuke, que toi. Pas moi. Je pense sincèrement que le livre aurait fait 2 fois moins de pages si on arrêtait de répéter les mêmes choses encore et encore et le même type de scène. J'avais l'impression que j'étais bloquée dans une loupe temporelle. Et le shonen dentelle. Comme dans le premier tome, hein. Y en a pas. On va toujours te dire, te redire, te réexpliquer au cas où si t'as pas capté parce que peut-être en tournant la page t'as oublié une information. J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! Passons à un plus gros morceau, le soi-disant Enemies to Lovers. Vous me direz si l'écriture ne passe pas. Peut-être que le plot et les tropes rattrapent. J'aimerais que vous et moi on se pose, on s'assoit, et qu'on m'explique pourquoi on dit Enemies to Lovers pour des gens qui ne se détestent même pas une seule seconde. Dès le prologue, et je dis bien le prologue, Kaloum fait un cauchemar protecteur sur Astoria. C'est quand qu'il l'a détesté. Parce que dès leur première rencontre, même avant que Astoria ne se rappelle même qui est Kaloum, Kaloum aimait déjà Astoria. Du coup, le enemies est où? Et Astoria, elle le déteste même pas. Elle est juste saoulée par lui. Mais elle le déteste absolument pas. Les livres sont censés être des stand-alone. Donc pourquoi je ne les vois pas se détester? Oh, ça n'a rien à voir, c'est du vent, du bluff.
poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance, c'est pas dans le tableau périodique des éléments. Quand Kaloum finit par avouer qu'il ne déteste pas Astoria, c'est vraiment juste une confirmation d'un truc qu'on savait déjà depuis le prologue, parce que justement, toutes les pensées qui sont censées nous faire douter sur le fait qu'il se déteste sont surexpliquées, en mode oui, je le déteste, mais en fait, non, pas vraiment. Oui, mais en fait, ça, il le saura jamais. Oh, c'était kitsch. On dirait le film Who de Willem, où t'as un narrateur qui te raconte absolument tout. Tu peux même pas un peu avoir de doute sur ce qui se passe. Y a pas de tension, y a pas d'angst, y a pas de banter qui pourrait te faire penser qu'il y a quelque chose qui va arriver, où ils vont enfin se détester, ou même où ils vont enfin s'aimer parce qu'en réalité, ils se détestent depuis le début. Et quand tu construis plus de 500 pages autour d'un trope qui n'existe même pas dans ton livre, mais c'est fatigant. C'est éprouvant de lire le livre. Et ce n'est que le début des problèmes. Parce que là, on va passer au pacing catastrophique. Kaloum propose le mariage à 30% du livre. Surtout dans une discussion qui n'a mais quand je vous dis aucun rapport. On aurait pu le faire dans une autre discussion. On aurait pu avoir une autre scène qui parle de cette discussion. Je ne sais même pas pourquoi on a voulu mélanger ces deux sujets. Mais ça, la discussion, on en reviendra tout à l'heure. Astoria lui parle du fait qu'elle doit trouver un allié politique. Et lui, il sort « T'as besoin d'un prince influent? Qui de mieux que moi ?» Il vient de lui avouer qu'il ne la déteste pas alors qu'ils sont censés se haïr, quelques paragraphes plus tôt. Et juste après, il propose ça. Transition? Zéro. Parce que la veille, elle a subi une agression sexuelle de la part d'Anton et c'est Kaloum qui l'a aidé. La meuf est encore traumatisée, elle essaye de se reconnecter avec la nature sur un banc dans le jardin et puis t'as un troubadour qui vient la déranger en lui proposant le mariage. Mais laisse-la tranquille. Les fiançailles sont annoncées publiquement à 42% du chapitre, c'est-à-dire qu'on a encore plus de 50% devant nous, parce qu'on les a surpris derrière un rideau à Buckingham Palace. Ils sont pris en flagrant délit dans une position très compromettante, et pour sauver l'honneur d'Astoria, il fait genre qu'ils vont se marier. Non, 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 non. Oui. Il reste 30%, faut qu'on accélère la cadence. Tout se passe d'un coup. On passe de majeure partie du livre où il ne se passe rien à une vingtaine de pourcents où tout se passe. J'adore les slow burns, mais j'aime pas non plus qu'on me presse les choses juste pour le bien du plot. On peut faire des slow burns qui ont plus de proportions, s'il vous plaît. C'est pas un livre qui fait 200 pages où, mince, t'as pris trop de temps à développer et du coup maintenant tu te dépêche. C'est un livre qui fait 500 pages. Tu vas me dire que sur 70% de ces 500 pages, t'as pas réussi à développer correctement l'amour entre les deux, alors qu'ils ne sont même pas ennemis. Ils se disent qu'ils ne se détestent pas à 30% du livre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 40%? Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est pas ça un slow burn. Ça, c'est juste un mauvais développement de ta romance. Mais attendez, pour moi, on avait un moyen de développer la romance et de rendre leur relation plus crédible parce qu'on arrive sur une sorte de bucket list alphabétique que Kaloum propose à Astoria. Au chapitre 25, on était censé avoir 26 dates. Un date pour chaque lettre de l'alphabet. Déjà, j'ai pas compris pourquoi il dit 26 dates alors que le A et le B, il a fait la même chose, c'est-à-dire que A, il l'a emmené dans un resto. Je sais même plus c'était où. Et le B, c'était la bague de fiançailles. Mais pourquoi pas? Tu mets un concept, mais ton concept, il tient pas plus de 2 minutes. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai adoré l'idée. Moi, j'attendais à en voir un peu plus parce que on a A et B. Ok, mais elles sont où les 24 autres lettres? I just love the taste of nothing. On a littéralement un date sur les 26 lettres qu'on nous avait promis. Et tous ces dates, ils sont résumés en une phrase. Quand ils vont se marier, une lettre, un endroit différent, si bien que l'été a filé en une vitesse. Moi, je suis là pour la romance entre les deux. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de romantique au fait de me sortir qu'il y a une bucket list de dates et ne même pas me montrer plus d'un date? En plus, c'est le pire, c'est que le date, il s'est fait en un éclair. C'est-à-dire qu'ils ont pris un jet, ils sont arrivés au date, ils sont montés à une tour ou je sais plus quoi. Il lui a donné une bague et puis flashback, ils sont mariés. Mais du coup, moi qui veux voir leur relation se développer, comment je le vois? Si c'est résumé, hein, on s'est date. L'évolution d'Astoria, qui passe de la femme qui ne ressentait rien à une femme qui tombe amoureuse, est l'un des enjeux les plus importants du livre. Pourquoi son développement se fait hors champ? Comment je suis censée y croire, moi, en tant que lecteur? Et c'est dommage parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de vouloir faire des dates alphabétiques, mais il y en a eu qu'un. C'est du potentiel gâché. Parlons d'un autre point marketing qui mérite un peu le poil, la notion de romance psychologique. Je déteste cette appellation parce que déjà, de 1, c'est un genre qui n'existe pas. C'est simplement du marketing pour vous vendre plus de livres et aussi pour se dissocier de la dark romance. Mais ça, un jour, je pense que j'en ferai une vidéo complète pour expliquer comment on en est arrivé là. En soi, j'aurais pu croire au développement interne de chaque personnage de cette œuvre. Les consultations, les traumas d'Astoria, les blessures paternelles de Kaloum. Bref, on avait des personnages qui étaient assez chargés émotionnellement parlant. Néanmoins, le développement des personnages est tellement pauvre qu'on arrive à balayer tous les éléments qu'on avait mis en place. Premier problème, Astoria. Elle est survivante d'une agression
Et elle souffre d'amnésie dissociative, d'anesthésie émotionnelle et de réactions somatiques, les plaques rouges qu'elle a sur le corps. C'est du matériel qui est cliniquement riche, avec un bon potentiel. Le problème, c'est que le roman ne l'exploite pas. Elle te balaye tous ces problèmes, tous ces traumas, toutes ces réactions possibles par « Oh, je suis brisée. Oh, je ressens rien. » Et pas qu'une fois. On digue vraiment pas sur ce qu'on pourrait avoir. On est vraiment juste dans le « Regardez, je suis traumatisée. » On te répète qu'elle ressent rien, qu'elle est vide, qu'elle n'a aucun plaisir, mais on pousse jamais. À quoi ça ressemble un rendez-vous quand on ressent rien? Comment on gère l'intimité physique si on ne ressent rien? Qu'est-ce que ça fait de regarder les autres, Damian et SP par exemple, s'aimer, avoir des enfants, quand toi-même tu sais que tu ne peux pas ressentir ça? On les mentionne, mais on les exploite pas. C'est juste là. Par exemple, les plaques rouges d'Astoria. Ces plaques apparaissent seulement quand Anton apparaît, ou la touche. Le roman utilise ça comme une énonciation de danger. Mais c'est tout. On cherche pas plus. Astoria constate elle-même au chapitre 7. Au chapitre 7 que ça se produit seulement quand il y a Anton. La 3e fois que cela se produit, chaque fois après avoir croisé Anton. Et elle dit mot pour mot, jamais aucun homme n'a provoqué ce genre de réaction chez moi. Aucun. Et Martha, sa gouvernante, lui dit, peut-être que ton corps te dit quelque chose. C'est pas Astoria, elle dit, un signal. Quel type de signal? Littéralement, tu viens de dire, ouais, ça arrive à chaque fois après que ça soit Anton qui est à côté de moi ou qui est proche de moi. Jamais aucun autre homme ne m'a fait ressentir ça. Mais bizarrement, t'es pas capable d'allumer ton cerveau plus de 2 secondes pour comprendre qu'il y a une corrélation entre ce qui se passe sur ton corps et Anton. Use your brain! Use your brain! Use your brain! The thing in your head, use it! Un personnage qui est censé être intelligent, qui est censé être observatrice, et elle est même pas capable de faire 1 plus 1. Je déteste qu'on rende débiles des personnages pour le bien du plot, parce que c'est exactement ce qui est arrivé dans le tome 1, avec la synesthésie d'Esme, là où elle est censée voir les auras, et alors que la synesthésie c'est même pas ça. Il y a un principe dans le livre que j'ai beaucoup aimé au début, avant que ça ne tourne en rond, et qu'en réalité ça n'apporte pas grand chose, c'était la thérapie de Kaloum. On a presque eu une dizaine de consultations. Et le sujet c'est toujours le même, Astoria. Il n'y avait pas d'approfondissement. C'est-à-dire que le boug va chez la thérapeute parce qu'il a des problèmes avec son père, avec sa mère, comment il digère tout ça. Mais le moment où on devait avoir un approfondissement sur la relation qu'il a avec son père, on a eu une ellipse. J'avais juste l'impression de lire un journal intime sans en apprendre plus sur Kaloum, alors que la thérapie aurait dû servir à en apprendre plus sur lui. Ce qui me termine aussi, c'est qu'à la dernière consultation, après tout le soi-disant travail thérapeutique qu'il y a eu, il n'y en a pas eu, à la fin elle dit pas « Ah, c'est bien, vous avez bien travaillé, vous avancez correctement ». Ça dit « Astoria semble agir comme un élément stabilisateur ». Une thérapeute qui va mettre toute la responsabilité sur un autre être humain pour soigner son patient. Il va pas faire en sorte de ne pas répéter les schémas toxiques que son père lui a appris, que sa mère lui a appris. Non, c'est Astoria qui va le canaliser. J'espère qu'elle se fera payer, hein. Et dans tout ça, ce qui me dérange encore plus, même si on veut mettre en avant le fait de consulter et que tout ça est normal, c'est que Astoria ne consulte pas. Astoria subit des agressions sexuelles, elle est littéralement traumatisée, elle souffre d'amnésie post-traumatique, mais pas une seule fois on l'a vue consulter. Alors que Kaloum, son partenaire, son mari, consulte une psy. Il ne lui a indiqué, conseillé, montrer que la thérapie pouvait être une solution. Boug a attendu qu'elle retrouve la mémoire pour enfin lui dire d'aller consulter quand même. Mais en plus, ce qui est encore plus drôle, pour moi c'est pas drôle, c'est juste what the fuck, c'est pas la meuf qui subit l'agression qui va aller chez la psy. Non, c'est le boug qui a la mémoire absolue, qui va aller chez la psy par rapport à une agression qu'il n'a pas vécue mais qu'il a vue. Le fait qu'on ne donne pas l'espace mental à Astoria, que c'est une solution. Le fait qu'on rende quelqu'un d'aussi observatrice comme étant stupide et qui a besoin d'aide à la réflexion mais qui ne le pense jamais pour elle, c'est seulement au chapitre 39, littéralement le dernier chapitre, que Kaloum dit ouais c'est bon, je lui ai conseillé quelqu'un, elle va aller consulter si elle en a envie. C'est que maintenant que tu lui dis d'aller voir une psy. Mister intelligent qui a la mémoire absolue, qui est super smart, c'est que maintenant. Pas quand elle a subi sa 2e agression. Ça me termine que le personnage qui a subi les agressions sexuelles, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, hein, soit le personnage qui n'a même pas accès à la thérapie. Alors là, et ça me rend encore plus folle parce que le trauma d'Astoria, il n'est vécu que par le prisme de Kaloum. Ses réactions, ses amnésies, ses agressions. Tout ça, ce n'est vu seulement que par Kaloum. Parce que lui, il va chez la psychologue, pas Astoria. C'est Kaloum qui souffre des agressions d'Astoria. C'est Kaloum qui lui fait miraculeusement retrouver la mémoire. C'est Kaloum qui guérit son anesthésie émotionnelle. J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! Si on enlève Love Interest, est-ce que l'autre personnage tient la route? Si on retire Kaloum, je peux vous dire qu'Astoria, elle tient pas 2 minutes dans ce livre. Je pense que la pire chose dans ce livre, c'est le traitement des violences sexuelles.
On va se poser quelques minutes parce que c'est vraiment important que vous compreniez que je suis pas en train de rigoler actuellement. Chapitre 8, donc très tôt dans le roman, Astoria subit une agression sexuelle de la part d'Anton. Once again. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Kaloum arrive, il la sort de cette situation encore une fois. D'ailleurs, on est du POV d'Astoria. Et au lieu de vouloir fuir, au lieu de se sentir vulnérable, au lieu d'être dans un état d'esprit de quelqu'un qui vient d'être traumatisé pour une deuxième fois, elle se concentre sur ce que Kaloum a dit. Sans vouloir vous offenser, allez vous faire foutre, crache-t-il. Et éloignez-vous immédiatement de mon ami. Astoria dans sa tête. Son ami? Je ne pensais pas qu'il me voyait ainsi. Nous sommes ennemis, pas amis. Mais est-ce que je le déteste vraiment? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Comment, quand tu viens de subir une agression qui aurait pu littéralement débloquer des souvenirs parce que c'est exactement la même chose qui s'est passée? Non, on se concentre sur notre bon Don Juan qui vient de nous sauver. Qu'est-ce qu'une agression quand t'as un beau gosse qui vient prétendre être ton ami? C'est rien du tout. Et le lendemain, au lieu de la laisser tranquille, au lieu de lui donner les clés pour qu'elle digère, non, le bouc dit viens, on se marie. J'ai oublié de mentionner, mais lui, il sait très bien ce qui s'est passé la première fois que Astoria s'est fait agresser. Et pas une seule fois, avant la fin et soi-disant le dénouement pour débloquer sa mémoire, le bouc ne l'aide à ce qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé. Et à sa troisième agression, d'accord? Donc il y a eu l'agression quand elle était petite, la première agression quand elle était adulte, et la troisième, pas un, pas deux, mais trois. Astoria ne débloque toujours pas de souvenir de la première agression de la part d'Anton. Rien. Ni après l'agression, la première, aucun flashback, aucun sentiment bizarre, aucun truc où tu te dis j'ai l'impression que ça m'est déjà arrivé. Zéro. Et après la troisième, même après ça, il y a toujours rien. C'est seulement au chapitre 37, deux chapitres avant la fin, que sa mémoire se débloque parce qu'elle est en pleine forêt dans le noir et elle croit qu'elle va se faire attaquer par un ours. 10 ans d'amnésie dissociative, 3 agressions par le même homme, et c'est un ours dans la forêt qui vient débloquer sa mémoire. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. À 2 chapitres de la fin. Donc t'as passé presque 30 chapitres à rien développer sur ce niveau-là. Et bien entendu, vu qu'il reste que 2 chapitres, on s'en fout. Hop là, on tourne la page. Oh, ouin, je pleure. Je me souviens, en fait, c'était ça qui s'était passé quand j'étais petite. Après ça, est-ce que ça a un effet sur elle, le fait qu'elle se souvienne de tout ça? Non. C'est comme au chapitre 8, est-ce que se faire agresser par Anton pour une deuxième fois, ça a changé quelque chose de sa vie? Ou ça l'a impacté? Pas du tout. Et c'est pas en mode, ouais, girl boss, moi j'oublie ce qu'il m'a fait, tout, etc. C'est vraiment, elle a été agressée et ils sont passés à autre chose. Parce que dans tous les cas, la thérapie, elle la fera pas. Les conséquences, comment elle doit digérer l'information, comment elle doit vivre avec le fait qu'elle ne savait pas une partie d'elle-même et de sa propre expérience et qu'il y avait forcément quelque chose qui coinçait dans sa mémoire, bah t'en as aucune idée. Voilà, parce qu'on en a rien à foutre. En vrai, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Non, parce qu'en fait, on fait juste l'histoire d'amour entre Kaloum et Astoria et le reste, on s'en fout. C'est juste des props. C'est juste des trucs en plus qu'on rajoute. Des petites décorations de Noël, des petites charms, comme ça. Hop là, petit trauma. Hop là, agression sexuelle. Hop là, daddy issues. Vous vous rendez fou? Mais je pense qu'il y a un truc qui m'a rendu presque aussi fou que comment on traite les violences sexuelles dans ce livre. La mémoire absolue de Kaloum. Oh là 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 là. C'est, je crois, l'un des trucs les plus inutiles qu'on aurait pu ajouter à un livre. On a presque une vingtaine de mentions du fait qu'il a la mémoire absolue. Mémoire idiotique, mémoire absolue, purée de mémoire, disque dur mental, bref. Il y en a des mentions sur le fait qu'il a une mémoire absolue. Au chapitre 11, Astoria nous fait même une petite description. Si on n'avait pas compris ce que ça voulait dire mémoire absolue, surtout les chapitres avant, Kaloum a une prodigieuse mémoire absolue. Ce qui signifie, merci, je savais pas ce que ça signifiait d'avoir une mémoire absolue, mais dis-nous tout, Astoria, qu'il a la faculté extraordinaire de retenir absolument toutes les informations qu'il voit et entend. Merci, Captain Obvious, merci. On le sait même depuis le prologue, carrément, qu'il a une mémoire absolue. Mais c'est pas grave, 11 chapitres, on te le répète, peut-être que ça va s'arrêter là. Non. Mais le pire, c'est pas qu'on nous le répète seulement, c'est comment on l'utilise, sa mémoire absolue. Sa mémoire absolue ne lui sert qu'à sortir des faits sur des plantes, ou bien à mémoriser Astoria. Ses mains, ses hanches, ses lèvres, ses yeux, ses cils, son petit grain de beauté. Est-ce que ça lui sert vraiment à quelque chose d'avoir une mémoire absolue? Non.
Parce que même lui, ce grand stratège qui a toujours un coup d'avance dans la politique et comment tout se déroule dans le livre, pas une seule fois ça lui a servi. C'est beau ou pas? Parce que c'est bien d'avoir une mémoire absolue, mais si t'as pas la logique qui va avec, ton cerveau il te sert à rien. C'est exactement le cerveau de Kaloum. Ce qui nous mène du coup au big misunderstanding qu'il y a entre Astoria et Kaloum. Parce qu'il faut un third act breakup. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Comment on peut faire en sorte que quelqu'un qui a une mémoire absolue soit en fight avec quelqu'un qui est très observatrice? Gustave, le père toxique, manipulateur, avec lequel Kaloum a des daddy issues, et qu'il sait qu'il est là juste pour lui faire du mal, lui dit des absurdités et des horreurs sur Astoria. Comme quoi, elle aurait voulu le pécho, ta meuf, tu crois que c'est ta meuf, mais en fin de compte, elle veut juste être la reine, comme ta fiancée avant, blablabla. Parce que oui, il a des trust issues vu que sa fiancée a épousé son daron. Bref, ça fait 27 ans qu'il sait que son daron, c'est un menteur manipulateur qui va tout faire pour son propre bien à lui. Il le sait là, parce qu'il est censé avoir la mémoire absolue. Il va croire ce que son daron lui a dit. Il va croire ce que son daron lui a dit, et pas une seule fois il va poser une question à Astoria, qui est maintenant sa femme, vu qu'ils se sont mariés, pour savoir la vérité. C'est tellement mal écrit. Oh là 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 là. Comment quelqu'un de super intelligent qui est censé toujours avoir 2 coups d'avance n'a même pas vu que son daron allait pécho sa meuf le jour du mariage? Et il arrive même pas à se dire, attends, c'est déjà arrivé avec mon ex-fiancé, peut-être qu'en fait il y a un problème quelque part parce que son daron c'est un manipulateur. En fait ces personnages ils sont débiles parce qu'il y a un plot à suivre au lieu d'avoir fait des personnages qui matchent ton plot. Tu nous fais un bouc qui a la mémoire absolue et qui est censé avoir 2 coups d'avance, mais il est même pas capable de poser une question à sa femme quand ils sont dans le jet privé ensemble. Il est là, il boude comme s'il avait 5 ans. Il fait plus confiance à son père qu'il déteste et qu'il est qu'à la femme qu'il est censé aimer. Est-ce qu'on peut faire des choses qui sont cohérentes? D'ailleurs, parce que vu qu'on fait des traumas et des réflexions à géométrie variable, il n'aime pas partager son espace personnel. C'est pas, on apprend qu'à l'université, il a fait une colocation avec Damien, Ismail et Astoria. Oh, ça n'a rien à voir, c'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance, c'est pas dans le tableau périodique des éléments. Pourquoi mentionner le fait que t'aimes pas partager ton espace vital pour que en fait tu l'aies déjà partagé avant et qu'en plus de ça, ça te dérange même pas? De toute façon, dès que tu construis un truc dans ce livre, il disparaît aussitôt. Mais si seulement c'était les seules incohérences qu'il y avait, parce qu'il y en a plus. Une fois, Kaloum et Astoria se voient et Kaloum parle à Wolfgang, le petit frère d'Astoria, en langue des signes. Astoria est un peu surprise et elle fait « Ah, tu parles la langue des signes je savais pas. C'est mignon, c'est cute, d'accord? Mais jusque-là, tout va bien. C'est pas une deuxième fois. Là, il y a simplement Astoria, Kaloum et Wolfgang. Kaloum rediscute avec Wolfgang et elle réagit comme s'il avait jamais parlé avec son petit frère. Mais il y a quelques mois, il l'a fait devant toi. Qu'est-ce que tu fais la choquer? T'es plus choqué la deuxième fois qu'il s'est parlé la langue des signes que la première fois, j'ai pas compris. Soit on a oublié que la première fois il lui a parlé en langue des signes, ou soit il y a pas d'autre solution. En réalité, il y a pas de soit. C'est juste on a oublié la première fois qu'il a parlé avec lui dans la langue des signes et du coup la deuxième réaction elle est plus forte que la première. Anton et sa sentence, c'est réglé dans un article hors champ. Mikhail Petrov, un bouc qui était censé être, oh my god, dangereux. Il a fait une apparition, il a complètement disparu. Quel danger il représente? Qui est-il? À quoi il sert? On sait même pas. Et dans tout ça, je pense que le pire gâchis, c'est vraiment la situation politique du Liechtenstein. Je sais pas comment on dit ce blaze. On nous dépeint un pays fragilisé, une politique qui est sensible avec les personnes qui les entourent, dépendant d'alliances et menacé économiquement, et qui a besoin d'un mariage stratégique pour survivre. C'est quelque chose qui était concret, c'est quelque chose qui pouvait aider le plot. Et pour être très honnête avec vous, je pensais sincèrement qu'Anton allait vouloir essayer de tuer Astoria pour déstabiliser complètement le pays. Et ça aurait été mais 1000 fois plus intéressant que balayer des violences sexuelles sous le tapis. C'est mentionné une fois quand Astoria décide de se marier et accepte pour dire « Oh mon Dieu, la politique du pays, zut T'avais quelque chose qui pouvait carburer tout ton plot, toute ton histoire, et t'as décidé ça allait juste être ça. Pourquoi pas? Bah pourquoi faire des trucs politiques si tu les utilises pas? En plus, ajoutons à ça le fait que j'ai repéré 2 fautes. Une où le ou avec accent remplace le ou sans accent. Puis ensuite, on a le fait qu'un message de la part de Kaloum, si je me souviens bien, est du côté gauche au lieu d'être écrit du côté droit parce que c'est lui qui envoie le message. Il y a aussi eu cette faute-là dans Mad Majesty. Rajoutons à ça les incohérences. Page 162, Astoria qualifie Kaloum de quelqu'un qui ne la connaît pas en disant « Mais ça ne change rien. Il ne me connaît pas.
pas vraiment. Pour ensuite lui déballer son seul secret, c'est-à-dire qu'elle ne ressent rien. Page 165, je le connais, il me connaît. C'est pas tout. Page 219, elle redit, tu sais que ce sera le cas parce que tu connais déjà tout de moi. Si c'était aussi simple de connaître les gens, et pas le fait de se connaître depuis des années, si c'est juste une discussion pour qu'ils sachent qui tu es vraiment, pourquoi pas? Son mystère de « il ne me connaît pas » a littéralement duré 2 paragraphes. Avant de terminer, il y a quand même quelques petites choses qui fonctionnent. L'idée, et je dis bien seulement l'idée des consultations, j'ai quand même beaucoup aimé, même si l'exécution, elle est catastrophique. Le fait qu'on jongle sur 2 temporalités différentes, ça aurait été sympa de l'exploiter, au lieu de simplement être timide, allez-y à fond. Lors de la consultation numéro 1, Kaloum lit littéralement les notes de sa psy, pour après parler de ses plantes, etc., pour dévier le sujet. C'était quelque chose qui était assez intéressant, parce que t'as un personnage qui est fourbe, qui va aller avoir les informations qu'il désire avoir pour après les utiliser contre la personne en face. Ce n'est absolument pas le Kaloum que j'ai vu pendant tout le reste du livre. Et c'est dommage, parce que c'était révélateur sur sa personnalité. Et en fait, tout le livre, il l'a balayé. J'ai juste vu un bouc qui utilise même pas sa mémoire, qui utilise même pas son cerveau, et qui est là en mode historien, à se lancer des pics comme s'ils avaient 5 ans tous les deux. Wolf, mon bébé d'amour, mon cœur, il est vraiment trop mignon. C'est vraiment l'un des seuls trucs que je retiens de ce livre, c'est que Wolf était adorable. L'apprentissage de la langue des signes de la part de Kaloum, c'était aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et que j'aurais aimé voir un peu plus approfondi, qu'il la drague un peu avec la langue des signes. Je sais pas pourquoi on s'est retenu de faire des trucs qui étaient vraiment intéressants, vraiment beaux, vraiment mignons, pour le bien d'un plot qui n'a aucun sens. Martha aussi, je pense à toi, ta bienveillance, ta loyauté, tout ça, c'était vraiment quelque chose de rafraîchissant. Comparé aux 2 personnages principaux qui étaient complètement débiles, l'un avec l'autre et l'un contre l'autre. En conclusion, Fallen Majesty est un livre de 512 pages. Beaucoup d'incohérences, des fautes, un plot qui n'est pas utilisé, des violences sexuelles qui sont balayées sous le tapis pour le bien du plot, un roman qui est aussi vendu comme étant un enemies to lovers et une romance psychologique qui va vous produire de la tension et avec du angst, y a rien de tout ça. Et j'arrive toujours pas à me dire que la personne qui porte l'un des plus gros traumas du livre n'a même pas accès à la thérapie, voilà. Les ingrédients pour un meilleur roman étaient là, mais ils n'ont tout simplement pas été utilisés. J'ai vraiment mangé quelque chose de fade, quoi. C'est juste décevant. Et voilà mes amours, c'était tout pour cette vidéo. Est-ce que vous avez lu Fallen Majesty? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de like, de commenter, de vous abonner et de partager à quelqu'un qui aurait peut-être le même avis que moi. Ou voire pas du tout. Bisous mes amours et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!